Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Émilie. Bonjour Thomas. Tout va bien, en pleine forme? Très bien, et vous-même? Mais ça va, je suis en forme. Évidemment, environnement, RSE, business, au programme comme tous les jours. Voici le sommaire, la finance responsable avec Aglaé Touchard-Le Drian, directrice associée chez Raise Impact, un fonds qui vient de relever ses capacités d'investissement à hauteur de 135 millions d'euros. Le cinéma et la télévision sont à l'honneur aujourd'hui à l'heure des productions vertes ou comment ce secteur commence à réduire son impact lors de ses tournages. Et puis Smart Ideas avec My Golden Closet, start-up de location de vêtements entre particuliers. Finance, cinéma, habillement, 3 secteurs face à la transition écologique. C'est parti pour Smart Impact. Bonjour Aglaé Touchard-Le Drian, bienvenue. Bonjour. Vous êtes donc directrice associée chez Raise Impact. Ce fonds d'investissement a été créé il y a plus d'un an au sein de la société Raise. Avec quels objectifs, quelle philosophie ? Bonjour, merci beaucoup. Donc effectivement, c'est un fonds qui a été créé l'année dernière grâce en fait au soutien de la Fondation de France. Et la stratégie de ce fonds, c'est d'accompagner les entreprises qui ont l'intention de générer un fort impact environnemental et social et de mesurer cet impact. Donc on est dans ce qu'on appelle la finance responsable. On peut peut-être en rappeler quelques principes. Le plus important, c'est que les indicateurs financiers ne sont pas les seuls pris en compte. Exactement. Et c'est vrai que le mot impact peut prêter à confusion parce qu'on entend la RSE, l'ISR, le ESG, etc. Quand on parle d'impact, en fait, on va un peu plus loin que la seule prise en compte des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance. Il faut justement qu'il y ait vraiment cette volonté proactive au cœur de la stratégie de l'entreprise de créer un impact positif. Donc ce sont des entrepreneurs qui cherchent vraiment à résoudre des problèmes sociétaux de façon souvent systémique. Alors vous venez d'annoncer une nouvelle levée de fonds. Qui sont vos nouveaux partenaires ? Alors effectivement, donc cet été, on a fait ce qu'on appelle un deuxième closing avec le groupe Caisse des dépôts, Banque des territoires, avec des assureurs, Natixis Assurance, une banque, Arkea et des family office. Qu'est-ce que ça change, ça ? Ça vous donne plus de levier d'action ? Exactement. L'objectif, c'est pas de grandir pour grandir, c'est vraiment, on avait l'objectif de doubler la taille du fonds, c'est de pouvoir avoir plus d'impact et de cibler des entreprises un peu plus mûres, parce que toute la thèse du fonds, c'est de se dire que si on cible des entreprises un peu plus mûres que des pionniers déjà convaincus sur l'impact, eh bien, on pourra participer à l'accélération de la transition écologique et sociale en cours, et on pourra avoir au niveau macroéconomique un impact plus important. Est-ce qu'on peut peut-être donner des exemples, non, Thomas? D'entreprises ? Oui, bien sûr. Ah oui, carrément. Oui. Allons-y. Par exemple, une entreprise justement qui est en transition, en transformation qu'on a accompagnée, c'était un laboratoire pharmaceutique classique qui s'appelait M2I Life Sciences, qui produit aujourd'hui en fait principalement une alternative naturelle aux insecticides chimiques. C'est-à-dire que grâce à des phéromones, en fait, ça permet de ne pas tuer les insectes et donc de préserver la biodiversité. Et nous, on a aidé cette entreprise, on l'aide à se développer sur des marchés internationaux. C'est par exemple aussi une petite entreprise qui fabrique un boîtier d'éco-conduite qu'on met dans les voitures pour essayer d'optimiser la conduite, de réduire les émissions de CO2 et elle permet également de compenser ces tonnes de CO2. C'est WeKnow? C'est WeKnow et c'est encore... On les a reçus ici même. Ah ben voilà, c'est encore une entreprise comme Castali aussi, qui produit des fontaines d'eau microfiltrées qu'on met dans les entreprises, restaurants, hôtels, et qui permet en fait de lutter contre la pollution des bouteilles en plastique. J'ai vu sur votre site, il y a aussi une société qui s'appelle Jean Bouteille. On est dans le même secteur d'activité à peu près. Jean Bouteille, c'est du vrac. Cette entreprise offre des solutions de vrac pour le liquide dans la distribution. Ouais. L'objectif étant aussi de lutter contre les emballages en carton on va aider cette entreprise à l'accompagner à se développer non pas que dans la distribution bio ou spécialisée, mais également dans la distribution générale. Il faut qu'on arrête de poser les questions en même temps. Alors vas-y. Comment vous faites pour retrouver, pour repérer plutôt ces entreprises-là? Elles viennent vers vous ou c'est vous qui les repérez et qui allez vers elles?
C'est un mélange des deux. On a la chance, donc, Raise Impact, de faire partie de ce groupe Raise qui a été créé en fait avec l'ambition justement de réconcilier la finance et l'entrepreneuriat, où il y a un écosystème qui a été créé. Et puis par ailleurs, on fait vraiment un effort pour essayer de développer des partenariats notamment sur les thèmes clés qu'on accompagne, que sont la transition énergétique, transition agricole, économie circulaire et inclusion sociale. Quel bilan vous faites? Vous avez une année d'existence. Quel premier bilan vous faites? C'est un bilan très positif parce que donc effectivement on a un an d'existence, on a fait 8 investissements, on reçoit beaucoup Là on voit beaucoup de dossiers très intéressants. Et c'était une année pourtant pas facile parce que voilà, avec la crise qu'on connaît. Et pourtant, malgré ça, nous, pendant le confinement, on a continué, on a fait 3 investissements parce que justement, les entreprises qu'on accompagne répondent en fait à ces problématiques vraiment de crise sanitaire, de crise écologique, sur les enjeux sociaux. Et donc, elles offrent une plus grande résilience sur le long terme. Donc, ça nous rend plein d'espoir. Et on espère surtout que cette façon un peu différenciante d'appréhender l'investissement, en intégrant au-delà du rendement et de l'analyse du rendement et du risque financier, l'intégration de ces enjeux extra-financiers, on espère que ça va petit à petit devenir une norme. Mais avant d'investir dans une entreprise, qu'est-ce que vous faites? Jusqu'où vous allez dans l'étude de ses caractéristiques, de son bilan financier évidemment, mais même de sa volonté d'être une entreprise à impact? Ça prend combien de temps avant de décider d'investir de l'argent dans une entreprise chez vous? Ça prend un sacré temps. En fait, on est un investisseur classique. La différence, c'est qu'on met au même niveau l'analyse financière et l'intentionnalité de créer un impact. Et du coup, pour répondre à votre question, l'intentionnalité du dirigeant, sa volonté de vraiment s'engager sur des critères extra-financiers à travers un business plan, à travers un alignement de sa rémunération, ça fait partie des critères clés d'analyse. Vous avez une méthode aussi de mesure et de management d'impact, c'est ça? Vous pouvez nous en parler? Avec quel principe du coup? Sur quel principe elle repose? En fait, on a voulu justement rendre disponible cette méthodologie pour qu'elle soit utilisée par le plus grand nombre, entrepreneurs et investisseurs. Et l'objet de cette méthodologie, c'est à la fois de mesurer l'impact des entreprises en regardant, en fait, à partir de leur chiffre d'affaires, quelle est leur contribution à ce qu'on appelle les objectifs du développement durable de l'ONU. Donc ça permet de mesurer la note. On a voulu, là où il y a le triple A financier, créer un triple I d'impact. Et puis par ailleurs, on a une méthodologie de management de l'impact, où là, c'est vraiment un outil d'aide à la décision pour les entrepreneurs, où justement, on les aligne sur ce business plan impact à travers des indicateurs très spécifiques. Mais cette méthodologie, vous êtes les seuls à l'utiliser ou finalement vous l'avez rendue disponible à d'autres? On l'a rendue disponible à d'autres. L'objectif, c'est qu'elle soit utilisée par le plus grand nombre. On s'est appuyé sur des cadres qui existaient, comme les objectifs, les ODD. De l'ONU. Exactement. Mais on espère qu'elle soit utilisée. On est très humble parce que la mesure de l'impact, c'est quelque chose qui est en train de se créer, qui va se développer. Et c'est un enjeu clé parce que créer des standards, c'est ça clair, c'est ça qui va permettre à des investisseurs institutionnels de venir et de passer vraiment, de changer d'échelle. Oui, justement, quel regard vous avez sur l'état de la finance responsable aujourd'hui? Vaste question, mais j'aimerais avoir votre point de vue, vous qui avez un pied dedans, même les deux. On pose la question, la finance responsable, c'est durable pour l'interrogation, c'est un mouvement de fond, c'est pas une mode, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, tout le sujet, c'est de montrer que c'est pas du tout un mouvement de fond, mais que ce n'est pas du tout une mode, pardon, mais que c'est un vrai mouvement structurel de fond, parce que il y a vraiment, en fait, et c'était un peu la remarque, c'est-à-dire que l'investissement impact, on cherche à démontrer la corrélation justement entre l'impact et le rendement financier. C'est en train de se faire, et en tout cas, ce qu'on voit vraiment, c'est que ces entreprises qui mettent l'accent clé sur les aspects environnementaux, sociaux et de gouvernance, elles ont une plus grande résilience sur le long terme. Donc ça se développe, mais c'est vrai que la finance durable, il y a besoin, quand on regarde les montants nécessaires pour justement atteindre ces fameux ODD, on parle de 2500 milliards de dollars par an jusqu'en 2030. Il faut une coalition de tous les acteurs. Les entreprises à impact ont un rôle clé à jouer parce que par leur capacité d'innovation, de création de nouveaux business models, elles changent la donne, mais elles ont besoin d'investisseurs, et c'est pour ça que justement tous ces cadres financiers, notamment sur la comptabilité, etc., extra-financiers, sont très très importants pour attirer beaucoup d'investisseurs. Vous parliez des investissements que vous avez maintenus malgré la crise sanitaire et économique. Est-ce que vous y voyez même une opportunité à saisir pour enclencher ou accélérer des mutations dans certaines entreprises? Oui, je pense que cette crise, finalement, elle va sans doute accélérer
certaines tendances de fond, parce qu'on n'a plus le choix, qu'il faut trouver de nouveaux modèles, de nouveaux modes de consommation, de production. Et donc, on le voit, nous, à travers tous les entrepreneurs qu'on rencontre, il y a beaucoup de nouveaux business models qui se créent. Et vraiment, nous, le message, c'est que c'est vrai, ça peut être source vraiment de création de valeur pour les entreprises. Votre tout dernier investissement, c'est quelle entreprise? Le tout dernier investissement, c'était l'entreprise Jean Bouteille, donc le vrac liquide. Et là, on est en train de finaliser 3 opérations intéressantes sur l'efficacité énergétique, sur l'hydrogène et sur l'inclusion sociale, l'accompagnement de personnes isolées. En termes d'inclusion sociale, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples d'entreprises que vous avez accompagnées cette année sur cette thématique? Alors cette année, on n'a pas encore finalisé le dossier, mais on en regarde de très près. Et ce qui est intéressant sur l'inclusion sociale, c'est de voir comment aussi le digital peut permettre justement à certaines solutions d'accompagnement de personnes notamment isolées de passer aussi à l'échelle. Donc on regarde des nouveaux business models sur ces sujets sociétaux, à la fois sur la santé et l'éducation qui sont intéressants. Quand même une entreprise bien, vous le disiez, très mature, donc déjà bien ancrée dans le marché. Vous ne vous intéressez pas finalement aux startups qui viennent de juste d'émerger? Alors, dans notre fonds, on a une petite enveloppe qui représente 10% de la taille du fonds qui est dédiée aux startups. Et pour nous, c'est important parce que ça nous permet de voir, c'est un peu une tour d'observation, ça nous permet de voir toutes les nouvelles tendances sur ces enjeux-là. Mais notre cœur de cible, c'est effectivement, on regarde des entreprises en croissance, qu'on appelle du small cap classique, donc du capital développement, avec des tickets qui vont de 3 à 15 millions d'euros. Bon, vous pouvez regarder Smart Impact tous les jours, fin d'émission, 5-6 minutes pour une start-up. Donc, ça vous donnera peut-être des bonnes idées. Merci beaucoup. Merci Aglaé Touchard-Ledrian. À bientôt sur Bismart. Tout de suite, notre débat. Bienvenue sur un plateau de tournage éco-responsable. Est-ce que le nôtre l'est? On verra bien. On va voir. Vers des productions audiovisuelles et cinématographiques plus vertes, c'est le thème de notre débat du jour. Pour en parler, 2 invités. Xavier Farrer-Hutchison, responsable politique, environnement et climat de France Télévisions. Bonjour et merci d'être avec nous. Bienvenue à vous. Et nous avons également Mathieu Delahousse, fondateur de Sequoia Écotournage. Bonjour. C'est bien Bonjour ça, et bienvenue. C'est exactement ça. Sequoia, merci à tous les deux d'être avec nous. On commence avec vous, Xavier Farrer-Hutchison. Le collectif EcoProd, puisque vous êtes également un membre de ce collectif, a été créé en 2009 par plusieurs acteurs du secteur audiovisuel et cinématographique suite à une prise de conscience, c'est bien ça? Alors, suite à une prise de conscience de certains, de quelques personnes ralliées notamment à TF1, à Canal+, on avait à l'époque aussi le groupe Audience, toutes les commissions du film de France et Paris Région. Donc, je ne dirais pas que c'est une prise de conscience collective, mais de certains qui ont souhaité effectivement engager une démarche et essayer de proposer des ressources, une structure pour le secteur. Donc il propose tout un panel c'est très complet, oui. d'accompagnement. Le collectif EcoProd propose autant, il y a un guide méthodologique, vous avez des fiches pratiques, il y a des sessions de formation qu'on appelle le Pass EcoProd, qui sont gratuites et qui s'adressent à l'ensemble des professionnels. Nous avons aussi des outils d'évaluation carbone, notamment le Carbon Clap. C'est quoi ça? C'est un calculateur d'empreinte en quelque sorte, c'est d'empreinte climat, d'empreinte carbone. Ouais. Vous avez également des conférences, donc après il y a tout le portage et une tentative d'implémenter ça au sein de la profession. Donc on arrive à quelque chose d'assez complet. Et ils ont eu le mérite de faire ça à une époque où ça n'intéressait pas grand monde. Pas grand monde. Et alors justement, une décennie plus tard, on peut tirer un bilan. Oui. C'est un vrai tournant pour vous? Alors je pense qu'il y a un tournant. Il y a eu une déclaration récemment du CNC qui vient de mandater 4 experts sur la mise en place de préconisations environnementales, justement pour le secteur audiovisuel. Il y a des acteurs privés qui font un travail remarquable, notamment Sequoia Écotournage. Donc on voit que c'est en train de prendre une autre dimension. De là à parler de bascule, on n'y est pas. Mais c'est vrai, c'est en train d'arriver à maturité et ça s'implémente. En tout cas, ça se déploie beaucoup plus. Ouais, Mathieu Delahousse, justement, vous créez Sequoia Écotournage. Il y a combien de temps et pourquoi après quel constat d'une certaine façon?
Il y a 2 ans, un Ouais. petit peu plus de 2 ans maintenant qu'on a créé Sequoia avec un collègue régisseur, Charles Gachet-Diozède, excusez-moi. Et vous-même, vous êtes régisseur? Et moi-même, j'étais régisseur pendant 20 ans, Ouais. et sur des tournages de publicité, de séries ou de longs métrages. Et nous sommes, j'allais dire, un petit peu les enfants des coprods, dans le sens où quand on a eu notre éveil aussi, notre conscience en tant que régisseur, en tant que technicien du cinéma, de se dire mais qu'est-ce qu'on peut faire à notre niveau? On a regardé, on a découvert l'existence des coprods, on a regardé tout ce qu'ils faisaient, et à un moment on s'est dit mais on est donc en 2018, ça fait déjà un certain nombre d'années qu'EcoProd existe, et à notre sens, ça ne va pas assez vite, ça ne va pas assez loin, ça ne va pas assez fort, notamment parce qu'il faut vraiment, on est dans un métier de sur-mesure, chaque projet est unique, et il faut vraiment prendre les gens par la main, les projets par la main, les techniciens presque, ou les techniciennes. On pourra parler de parité aussi, et l'écologie, c'est aussi les gens. C'est un autre enjeu, évidemment, Prendre qui est soin de la majeur. planète sans prendre soin des personnes, c'est une ineptie. Voilà. Et donc, on s'est dit qu'il fallait aller une étape plus loin qu'EcoProd et proposer un système d'accompagnement sur mesure aux productions, sur toute la chaîne de fabrication du projet, et jusqu'au plateau lui-même, avec des personnes présentes au jour des tournages pour accompagner la démarche. Alors sur votre site, on a trouvé un exemple d'économie pour un tournage. Alors vous dites tournage moyen 4 500 000 euros de budget, 50 personnes, 8 semaines de tournage. Et là, on a secteur par secteur, quoi. L'eau en bouteille, 2 700 euros, les cafés 3 500, l'impression 7 360, les piles près de 2 000 euros, les voitures électriques plus de 10 000 euros. Ça fait seulement sur 5 postes 26 000 euros d'économie. C'est à la fois beaucoup et pas énorme. Si on le rapporte au budget de 4,5 millions, ça fait quoi? Ça fait 0,5-0,6% du budget. C'est justement ça qui est intéressant dans ces chiffres, c'est que c'est des chiffres pour lesquels, en quelque sorte, vous n'avez pas besoin de nous. Et avec des démarches très simples, sans avoir besoin de Sequoia, vous arrivez déjà en mettant en place cette démarche. Ça, c'est la base, quoi. Simplement, si un producteur se dit je veux faire un peu d'économie et faire du bien à la planète, ça c'est facile, quoi. C'est ça. EcoProd est là, il y a des fiches d'EcoProd qui sont en libre accès, tout est open source, et il y a des démarches très très simples qui peuvent être mises en place et qui ont beaucoup d'impact. Mais justement, est-ce que l'entrée, c'est la raison économique pour s'y mettre dans cette transition écologique? Ça dépend. Ouais. À la base, c'est vraiment pour faire des économies, et ensuite, on va s'intéresser à l'impact social. C'est un bon argument. C'est pas à la base, c'est pour faire des économies, c'est que ce sont les économies qu'on va mettre en avant. C'est aussi une meilleure image de marque. C'est aussi le fait de se préparer à des changements de législation, à des changements d'obtention d'aide. Aujourd'hui, il y a des bonus. Demain, il y a de fortes chances qu'il y ait des malus, et que ça soit plutôt des conditionnements. Si vous ne l'êtes pas, vous serez pénalisé plutôt qu'on vous récompense pour l'être. Donc en fait, c'est aussi permettre aux entreprises, aux productions, de se préparer au changement. C'est toujours plus facile d'être préparé à un changement plutôt que d'attendre qu'il nous tombe dessus pour le mettre en place. Et donc les économies beaucoup plus larges et beaucoup plus importantes pour la production, c'est justement des économies à cette échelle-là, et qui là sont des économies un peu plus structurelles. Quand vous intervenez, on va bien au-delà des chiffres qu'on a vus là. Bien sûr. C'est en effet ce que l'on va coûter, en quelque sorte. C'est justement pour permettre de mettre en place une démarche qui soit beaucoup plus pérenne, et qui va permettre sur du long terme de générer beaucoup plus d'économies. Il ne faut pas minimiser non plus, il y a de vraies démarches volontaires. Il y a effectivement l'aspect économique, mais parfois aujourd'hui, quand on embauche un éco-manager, c'est vrai qu'il y a aussi le souhait de réduire son empreinte. Et la question économique, moi je la reboucle avec une étude que EcoProd va bientôt publier sur l'impact sectoriel, enfin l'impact du secteur au niveau environnemental. Et on découvre justement qu'il y a un enjeu économique qui est assez important, notamment sur la question des ressources. On est une industrie qui se digitalise. On vient de faire une première phase de digitalisation, on entame la seconde. Et ça va avoir un impact sur ce qu'on appelle tout ce qui est matières premières, matières critiques. Donc ce sont des matières premières dont l'approvisionnement n'est pas encore tout à fait serein, même au niveau européen. Et ça va se reporter sur les coûts. Donc on a estimé, il y a déjà des études qui montrent qu'en termes de hausse des coûts, on va sur la phase tournage à plus de 30% sur les équipements qui seront plus onéreux. Donc indépendamment, alors c'est vrai que l'économie peut être une porte d'entrée. En revanche, prendre aussi la compréhension de l'impact environnemental et son impact économique, voilà, en double sens, c'est aussi à comprendre. Je ne peux pas en dire plus sur cette étude, elle n'est pas encore tout à fait publiée, mais voilà, elle révèle des choses assez
assez inquiétante sur les enjeux environnementaux et son impact sur le secteur. Et chez France Télévisions alors, puisque vous travaillez pour France Télévisions, comment Absolument. ça se passe? Quelles solutions finalement avez-vous mis en place? Alors des solutions, c'est plutôt des démarches. Là aussi, on était plutôt à l'avant-garde avec Plus belle la vie. C'est un des premiers feuilletons qui a aussi dédié une personne. C'était les prémices de l'éco-manager. Donc plusieurs choses ont été mises en place, notamment autour de l'énergie, autour de la réduction des plastiques à usage unique. C'est-à-dire que c'est par tournage que ça se passe? C'est par tournage, oui. Okay. C'est au niveau des studios que là que ça s'est fait. Ensuite, donc là, par exemple, on est dans un studio, qu'est-ce qu'il faudrait faire attention aux lumières? Là, vous avez les lumières, vous avez effectivement les types de lumières, donc les LED. Okay. Ces écrans-là aussi, c'est pas tout à fait recommandé en termes d'équipement parce que c'est très dispendieux en termes de ressources. Et après, tout se fait. Alors, on comprend de plus en plus que on est de plus en plus sur des phases post-production qui prennent le pas sur la phase production. C'est aussi vers ça qu'on s'oriente. Et de là, c'est tout ce qui impacte le secteur du digital en termes de consommation énergétique et en termes de consommation de ressources. Mais dans vos relations avec les producteurs de fiction ou de flux, ça veut dire que vous pourriez ne pas prendre un producteur, même si son projet vous plaît, parce qu'il ne fait pas la démarche. Vous n'en êtes pas là quand même. On n'a pas un rapport injonctionnel de ce point de vue-là. Et puis d'abord, on essaie d'abord de faire au sein de nos productions propres, en interne, avant de demander à nos partenaires de le faire. Donc nos partenaires le font. Banijay vient de lancer une production germinale avec l'emploi d'un éco-manager, mais c'est leur volonté. Disparition inquiétante, tu avais travaillé d'ailleurs sur c'est quoi Disparition inquiétante? C'est une série de Caelis Productions, portée par le producteur Stéphane Strano, qui est aussi le président du Festival de la fiction de La Rochelle, avec lequel on s'était engagé sur 3 ans pour transformer ce festival et essayer de l'amener vers beaucoup plus d'éco-responsabilité. Malheureusement, la situation sanitaire a fait que cette année, le Festival de La Rochelle n'a pas pu avoir lieu comme il aurait dû, comme il se passe traditionnellement. Et Stéphane, après ce Festival de la fiction, a dit je ne peux pas avoir lancé en grande pompe cette démarche pour le festival et moi-même, en tant que producteur, ne pas m'appliquer ces démarches. Et donc, sur 2 épisodes de Disparition inquiétante qui se sont tournés dans la région de Strasbourg, nous avons mis en place toute une démarche responsable qui a consisté essentiellement, et même pour nous chez Sequoia, à travailler dans le local, à restructurer le tournage dans la réalité locale. C'est-à-dire que nous sommes allés chercher des techniciens sur place à Strasbourg, que nous avons formés aux pratiques de Sequoia, pour que même les personnes de Sequoia qui travaillent sur le tournage soient des personnes locales, donc qu'il n'y ait pas d'hôtel, qu'il n'y ait pas de transport, etc. Parce qu'une grosse part de ce que nous disons, et Plus belle la vie aussi, il y a une partie scénaristique qui est importante aussi. Il y a des messages qui sont passés dans les scénarios, dans le sous-texte qui est hyper important, c'est qu'on est dans un métier de média. Le message est important, et dans toutes les démarches éco-responsables qu'on va faire, ce qui est excessivement important, c'est expliquer pourquoi on les fait et qu'est-ce qui en découle. Et l'intégration d'une économie sociale et solidaire, le fait qu'on travaille avec une solution qui permet peut-être l'emploi de personnes en situation de handicap ou en réinsertion sociale a autant d'importance que le fait de trier les déchets. Trier les déchets n'est pas une fin en soi. Trier les déchets, si en plus ça permet de faire travailler des structures. Et voilà, il y a vraiment une globalité et montrer qu'on doit s'intégrer dans un écosystème et qu'on n'est pas juste une activité avec le début de journée et la fin de journée, mais que tout ce qu'on a, tout ce qu'on fait a un impact. Merci beaucoup. Merci à tous les deux d'avoir participé à cette émission. Tout de suite, c'est Smart Ideas, une start-up mise à l'honneur. Smart Ideas, la bonne idée du jour, une start-up à l'honneur pendant 5-6 minutes. Bonjour Anne-Cécile Hulot. Bonjour. Bienvenue, vous êtes la fondatrice de My Golden Closet. C'est une plateforme de location de vêtements entre particuliers. Vous vous êtes lancé quand? Et puis aussi, comment vous est venue cette idée tout simplement? Alors, déjà merci de me recevoir. Je me suis lancée en mai 2019, donc ça fait à peu près 1 an et demi. Et en fait, un jour j'ai ouvert mon dressing et je me suis dit mais c'est fou, je pense que je porte à peu près 20% de ma garde-robe, que tout le reste ça ne sert à rien, mais que j'ai pas forcément envie de m'en séparer. Donc j'ai pas envie de les revendre sur des sites de revente de seconde main. Et je me suis dit, j'étais très préoccupée par l'impact négatif de la mode sur l'environnement. Et je me suis dit pourquoi ne pas utiliser tous ces vêtements et en profiter d'autres gens en fait. Et d'un autre côté, j'avais aussi tout un tas de copines, de copains qui me disaient j'ai vraiment rien à me mettre, j'ai pas envie de payer 200 € une robe pour le mariage de ma cousine alors que je la remettrai qu'une fois. Et du coup, je me suis dit
peut-être que dans mon placard, il y a des choses qui vont te plaire, et peut-être que dans ton placard, il y a des choses qui vont me plaire. Et c'est comme ça un peu que m'est venue l'idée. Donc du coup, comment ça fonctionne? Vous échangez vraiment les placards? Exactement. Donc en gros, l'idée, c'est que les propriétaires mettent leur dressing en ligne sur notre plateforme, et qu'ensuite, il y a des locataires qui viennent chiner un peu, regarder ce qu'il y a en ligne, qui trouvent leur bonheur, et qui ensuite font une demande de location. Donc c'est le propriétaire qui fixe le prix de la location. C'est un prix par occasion. Donc c'est-à-dire que l'idée, c'était de faire un truc aussi flexible que possible. Si il y a une jeune femme qui a un mariage dans le sud, je voulais pas qu'elle soit pénalisée par rapport à une autre qui aurait un mariage en région parisienne. Et du coup, c'est le même prix pour 3, 4, 5 jours du moment que la propriétaire est d'accord. J'imagine que s'il y a une charte, des clauses pour que si le vêtement ne revient pas dans les mêmes conditions, effectivement, légèrement déchiré, abîmé, caché. Évidemment, il y a une caution. Mariage, donc, oui, tout à fait. Il y a une caution. Après, ça, c'est une question que tout le monde me pose. Mais dans la réalité, sur les milliers de locations qu'on a faites pour l'instant, on a eu une fois une fille qui a déchiré sa robe. Et on l'a appris après parce qu'entre-temps, elle avait réussi à la retrouver sur une autre plateforme de revente de seconde main. Et du coup, nous, on n'a même pas été au courant de la chose. Donc pour l'instant, c'est un bilan hyper positif, en tout cas, en termes de... comme il y a une caution, les locataires prennent extrêmement soin de l'article. Et du coup, en fait, elles reviennent toujours en parfait état. Donc pour l'instant, oui, c'est assez positif comme retour. Donc on peut louer des vêtements ou des accessoires. Qu'est-ce qui marche le mieux? Alors, pour l'instant, on s'est surtout lancé sur le marché de la femme pour des occasions spéciales. Donc, ça va être pour des mariages, des soirées, des galas. Donc, tout ce qui est un peu occasion spéciale. Donc, ça marche extrêmement bien. Oui, parce que c'est plutôt là qu'il y a une demande, finalement. Parce que les vêtements quotidiens, exactement. C'est pas du tout des vêtements quotidiens. Je pense pas qu'on va louer son t-shirt, son jean. Mais par contre, on a aussi beaucoup d'autres segments qui nous ont été demandés. Là, avec l'arrivée de l'hiver, on voudrait faire le ski. Parce qu'on a tout un tas de gens qui nous ont dit, en fait, j'ai pas de combi, je ressemble à un clown sur les pistes chaque année, c'est jamais à ma taille, je flotte dans mes moon boots. Et du coup, l'idée, c'était de se dire, voilà, peut-être qu'il y a une maman qui a eu 5 enfants, qui a des moon boots dans toutes les tailles, de toutes les coloris, et qui serait ravie. Qui prennent la poussière dans la cave. Ça, exactement, et qui serait ravie de se faire un peu d'argent. On voudrait aussi se lancer sur les déguisements, ça nous a été très demandé. Et un jour, je pense qu'on fera aussi des enfants, parce que ça nous a été très demandé. Par exemple, les robes de baptême, c'est tout bête, mais on a plein de parents de sorcières, qui nous disent, là, je suis en plein dedans, là, pour Halloween. Voilà, exactement, tout à fait. Les déguisements, plutôt que de racheter quelque chose. Est-ce qu'en France, on est plutôt en retard sur ce type de service, sur la location de vêtements? Est-ce que vous avez vu qu'ailleurs en Europe ou dans le monde, ça existait déjà bien? Aux États-Unis, ça fait déjà à peu près 5 ans que c'est lancé et que ça marche extrêmement bien. Là, au Royaume-Uni, ça cartonne. Il y a énormément de startups dans la location de vêtements. Et c'est vrai qu'en France, on est en retard et que le marché, c'est ça qui est intéressant, mais il n'est pas encore prêt. Donc il y a eu énormément de pédagogie à faire parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent mais t'es folle, pourquoi est-ce que j'irais louer mes vêtements? Et au bout d'un an, à force de voir que ça fonctionne, qu'elles peuvent se faire de l'argent extrêmement rapidement, il y a des filles qui gagnent des centaines d'euros en louant leurs vêtements, du coup elles se disent en fait, c'est quoi mon blocage? Je vends mes articles sur des plateformes de seconde main, donc pourquoi pas? Sachant que vous les nettoyez, du coup, les vêtements? Non. Donc moi, mon objectif, c'est vraiment pas de m'occuper de la logistique, parce que sinon, en fait, on ne peut pas faire un modèle très scalable si on s'occupe de la logistique. Parce que du coup, ça voudrait dire qu'on ait des pressings, donc c'est les filles qui s'occupent entre elles. Et d'ailleurs, pressing ou pas pressing, il y a des propriétaires qui préfèrent que ce soit lavé à la main, il y en a d'autres qui disent non, moi je gère tout. Enfin, donc ça aussi, c'est flexible. Et votre business model, du coup? Donc nous, on prend une commission sur chaque transaction. Donc voilà. C'est tout simple. Mais il n'y a pas de garçons. C'est que pour les filles. Bientôt, Thomas, il n'y en a pas encore parce que c'est parce que ça ne nous intéresse pas. Vous avez l'impression que ça ne concerne pas la clientèle des hommes? Énormément de demandes sur les hommes, sur les nœuds papillons, parce qu'il y a beaucoup de mecs qui veulent avoir le nœud papillon assorti à la robe de madame. Donc du coup, ils n'ont jamais la bonne couleur, la bonne chose, mais le voisin a les nœuds papillons. Des déguisements pirates. Donc voilà. Thomas, pour votre prochaine. Ça, ce sera pour votre petite fille, la sorcière, et vous trouverez quelqu'un pour faire le pirate. Merci beaucoup. Merci Anne-Cécile Hulot. Bon vent à My Golden Closet. Voilà, Smart Impact. C'est déjà fini. Bonne humeur aujourd'hui, ça fait du bien. On se retrouve demain. En même temps, c'est un peu ça tous les jours. 9h, midi et 20h30. Salut.